Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Vous nous écoutez également à Kindia sur Kanyazik. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Continuez à réagir. Hashtag Espace, GG Espace, c'est bien cela. Voilà, allez, avec plaisir. Nous allons prendre vos avis un peu plus tard dans cette émission. L'opposition républicaine n'a pas reçu donc le quitus des autorités des communes de Matoto et de Dixine de tenir une marche qu'elle comptait organiser donc ce mardi sur l'autoroute Fidel Castro pour déboucher donc sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Conséquence, cette manifestation destinée à dénoncer les irrégularités donc, qui émaillent le processus d'installation des conseils communaux à travers le pays est donc interdite. On essaie de comprendre ce matin avec quelques invités que nous allons joindre par téléphone un peu plus tard. Mais d'ores déjà, notre invité dans ce studio, monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, il faut le rappeler, ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République Titi. Bien, l'autre question, c'est l'actualité. On va aller sur la politique, Moussa. Oui, je voulais juste, par rapport au compte-rendu du Conseil des ministres du jeudi dernier, le ministre pourra peut-être apporter quelques précisions, mais le compte-rendu du Conseil des ministres est assez clair là-dessus, en ce qui concerne les réajustements de crédits qui ont été opérés. Il s'agit de la présidence de la République avec plus 103,8 milliards de francs guinéens. Le ministère de l'Autorité du Tourisme, plus 2,4 milliards. Donc ainsi, il y a quelques ministères, le ministère de la Coopération, qui ont vu donc des réajustements au niveau de leur crédit. Donc quand on dit que la présidence de la République se taille une bonne part du lion, monsieur le ministre, ça me basant sur le compte-rendu du Conseil des ministres de jeudi dernier. Ce que je vais vous proposer, oui. est, encore une fois, essayer d'avoir le document de la loi des finances 2019 qui est transmis à l'Assemblée nationale. Parce que là, je vérifierai, mais je ne me retrouve pas, et je ne retrouve pas les orientations qui ont été discutées et acceptées. Bien, peut-être une autre question sur la grève. Vous parliez du salaire des enseignants. Vous disiez que, contrairement à ce que Moussa affirmait, que les enseignants de Guinée étaient les mieux payés, en tout cas par rapport à la plupart des autres fonctionnaires de l'État. Mais mieux payés par rapport à quoi? Par rapport est-ce qu'ils sont mieux payés? Ce traitement, est-ce qu'il est conséquent par rapport au coût de la vie dans notre pays et par rapport à d'autres exigences quand même des réalités de notre pays? Vous savez, il faut toujours... Un enseignant qui a 2,5 millions et qui doit louer une maison, un appartement à 1,5 million, qui doit faire face à l'éducation de ses enfants, aux soins de ses enfants, je ne sais pas ce que vous appelez mieux payé. Je vais reprendre par deux assertions qu'on va discuter ensemble. La première, justement, quand le président de la République et le Premier ministre insistent pour dire que le salaire n'est pas le seul outil d'amélioration des conditions de vie et de travail, c'est dans ce sens-là. Si vous avez une couverture santé pour vous et votre famille, vous payez moins les frais de soins de votre famille. Si vous avez un plan logement social qui vous permet, au terme de votre carrière ou au milieu de votre carrière, 20 ans après, 15 ans après, de devenir propriétaire, vous et votre famille, d'un logement, vous améliorez vos conditions de vie et vous bénéficiez du privilège d'être un fonctionnaire de l'État et d'être un enseignant. Le salaire n'est pas le seul outil d'amélioration des conditions de vie. Je voulais vraiment qu'on réfléchisse beaucoup à cela. Deuxièmement, il faut qu'on fasse justice à la réalité. En 2011, de 2011 à aujourd'hui, les salaires enseignants ont été augmentés de 200%. Personne ne dit que dans l'idéal du monde, tout le monde dirait aux enseignants, ne demandez plus d'augmentation parce que vous en avez eu. Ce n'est pas ça la question. C'est que quand vous voyez l'effort continu de l'État, depuis 2011 jusqu'à nos jours, vous saurez qu'il y a eu la volonté du chef de l'État de privilégier le métier d'enseignant, le métier de médecin dans notre pays. Ça, il faut le dire. Et je veux rendre hommage à tous ceux qui, dont Souma d'ailleurs, parce qu'il était avec les Amadou Diallo, les Mansara et consorts, et l'autre Souma Mbemba, tous ceux qui ont agi de 2007 à nos jours, pour que toutes ces augmentations-là se basent sur la base graduelle et dans une discussion contractuelle avec l'État. Vous savez, il y a deux syndicalismes en Europe. Il y a le syndicalisme allemand, où on utilise
la grève comme un avertissement, on négocie tout en grévant, on travaille jusqu'à obtenir des concessions. Ça fait un pays dont on connaît tous les performances économiques. Il y a le syndicalisme de nos cousins français, où on sait qu'on bloque le pays pendant 1 mois, 2 mois, et on finit toujours par s'asseoir pour négocier quelque chose qui ne satisfait personne. Donc les syndicalistes se sont inspirés peut-être de ces 2 histoires-là pour dire quelle est la meilleure forme. Et le président de la République, au début de son premier mandat, a proposé un pacte clair en disant, écoutez, nous sommes dans le trou, mais plus on va remonter du trou, je vais penser aux catégories sociales les plus exposées, dont les anciens et les médecins. Et il a tenu ses engagements là-dessus. Voilà pourquoi cette crise est un peu malheureuse. On a la crise avec une catégorie qui a été choyée de 2011 à 2018. Pour vous dire la vérité, quand vous prenez un pays comme la France, où je crois le PIB est de 2000 milliards de dollars, d'euros, pardon, Ouais. ils ont un salaire de base de 1300. Nous, on est à 10 milliards seulement. On demande un salaire de base de 800. Faites l'écart entre 2000 milliards et 10 milliards. Il faut, de PIB, il faut faire très attention dans toutes ces discussions que nous faisons. C'est comme si votre enfant vous demandait quelque chose que vous n'avez pas. Vous lui dites, attends, on va d'abord financer les priorités, mais je pense à tes vacances, je pense aux jouets que tu veux, je pense à l'argent que tu as légitimement pour ta vie. Personne d'entre nous, je vous jure que les enseignants le savent, ils ont un gouvernement qui est pro-enseignant. Le président a décidé très tôt de mettre les enseignants au-dessus de beaucoup de fonctionnaires de l'État et les médecins. Et sincèrement, leur salaire a cru dans les proportions que je vous ai indiquées. Oui, Ce que nous proposons aujourd'hui, ce que le gouvernement propose, c'est de dire, venez et la discussion continue. En fait, parce que Ali Akamara, inspecteur général du travail, est toujours en contact avec les syndicats sur cette problématique-là. Il n'y a jamais eu de rupture du dialogue. Le problème que nous avons, c'est comment reposer la même problématique autrement. C'est-à-dire, ce qu'on veut gérer sur le paramètre salaire seulement, comment le distribuer sur d'autres paramètres que le salaire. Oui, justement. C'est-à-dire Là... le souci d'améliorer les conditions de vie et de travail et la qualité de l'enseignement, je reviens. Parce que finalement, on ne paye pas autre chose à l'école que l'éducation qu'on donne aux enfants. Est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Je suis plus âgé que vous d'une bonne dizaine d'années, mais et moi et vous, vous avez été à l'école ici, au collège et au lycée, les samedis. La charge horaire des enseignants était plus grande. On a réduit la charge horaire dans un pays où l'enfant peut-être a besoin d'apprendre plus de choses aujourd'hui que de notre temps. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. C'est une question systémique qu'il faut répondre. Laisse-moi finir, Roby. Deuxième préoccupation systémique. Nous avons 3 mois et demi de vacances. Un pays comme la France a 2 mois de vacances seulement. Pourquoi c'est important ce temps? Est-ce qu'on ne doit pas voir avec les enseignants que dans les faiblesses systémiques que nous avons, c'est-à-dire les familles qui, pour la plupart, les parents n'ont pas été à l'école, ne peuvent pas encadrer leurs enfants, est-ce que dans un tel système, l'enseignant ne doit pas être plus présent dans la vie de l'enfant et l'enfant ne doit pas être plus présent à l'école qu'à la maison? Est-ce qu'après 3 mois et demi de séjour de congé, l'enfant ne désapprend pas? Il y a des questions fondamentales que les enseignants peuvent nous aider à résoudre. Les enseignants, encore une fois, resteront toujours les acteurs clés du système éducatif. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a les parents d'élèves qui doivent participer à l'éducation. Là aussi, faisons des constats honnêtes. Bien. Quand nous étions plus jeunes, les parents d'élèves s'organisaient pour savoir ce qui se passe dans les écoles de leurs enfants. S'ils rendaient pour demander des informations, les enfants étaient inquiets à l'idée que le père ou la mère vienne vérifier ton comportement à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le même comportement? Quid? Et il y avait aussi un système de contrôle de la qualité de l'enseignement. Le fameux inspecteur. Nous tous, on se souvient que quand l'inspecteur arrive, le maître insiste pour qu'on se coiffe correctement, on s'habille correctement, lui-même il s'habille, il met son meilleur vêtement. Il est nickel, Il est nickel. Et toi-même, tu sais, ce jour-là, que lui-même, il a peur un peu. C'est-à-dire que l'enseignant que tu respectes, que tu prends pour le bon Dieu, ce jour-là, tu le vois précautionneux et il te prie. Si on t'interroge, tu réponds et il correctement. est très rigoureux ce jour. Il est très rigoureux ce jour. Donc, il y a un autre problème systémique qu'on a, c'est l'affaiblissement de l'inspection pédagogique. Donc, la pratique de classe n'est pas suivie. Donc, on n'arrive pas à identifier les points sur lesquels on peut faire la réforme du système de formation des enseignants. Je crois que le débat de l'éducation, le débat de notre avenir, ne le réduisons pas à une protestation catégorielle. Aucun d'entre nous
ne peut avoir autre chose que du respect pour le corps enseignant. Mais sincèrement, demandons au corps enseignant un effort. Reposons la même problématique autrement, retrouvons-nous autour de la table, trouvons des solutions pour aujourd'hui et pour demain. Ouais. Parce que la pire négociation du monde, c'est celle où un gouvernement cède des choses qu'il ne peut pas respecter. Un. De deux, c'est quand, pour payer une pression amicale, tu tues le fonds de commerce national qui est le budget de l'État, qui est la crédibilité financière de l'État vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Cette crédibilité financière de l'État, c'est ce qui nous permet d'engranger tous les projets que nous engrangeons. Le jour où le FMI et la Banque mondiale disent que la Guinée n'est pas un pays qui respecte ses engagements avec elle, la Chine est actionnaire de la Banque mondiale et du FMI, il faut se dire la vérité, toutes les grandes puissances qui financent notre développement sont actionnaires de la banque. Quand vous n'êtes pas en règle avec la Banque mondiale et avec le FMI, toutes ces institutions-là, privées au public, retirent leur financement de votre système. Donc, on a toujours le choix, comment équilibrer nos revendications catégorielles, les modérer par rapport à l'intérêt général, qui est le fonctionnement global de l'État et l'avancement naturel de la nation. Monsieur le ministre, 2 en 1, vous parliez tout à l'heure là des propositions possibles qu'on peut faire aux enseignants. Est-ce que le gouvernement ou les négociateurs ont proposé ce que vous avez dit, la coupe dans les congés qui vous permet d'engranger, parce qu'un mois payer un enseignant, quand vous faites la somme de tout ça par enseignant par année, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que vous leur avez proposé cette coupe, ou alors est-ce que vous avez proposé de permettez-moi, est-ce que vous avez proposé de dispatcher le temps réduit ou le temps allongé des cours sur leur salaire, ce qui réduit un peu. Deuxième question, c'est que vous parlez tout à l'heure des contre-propositions de l'État, c'est-à-dire les frais de santé, etc. Mais, de logements sociaux, ça, c'est pas ponctuel. Ce qui est ponctuel, c'est le vécu quotidien, c'est le prix du pain, c'est le prix du sac de riz, c'est la dépense donnée... c'est la dépense donnée à madame, ce sont les pesanteurs sociaux. Ça, c'est un facteur qui grignote sérieusement dans le salaire d'un enseignant. Qu'est-ce que l'État fait en retour pour maîtriser le marché guinéen afin que même si on est payé à 800 000 francs par mois, qu'on arrive à vivre le quotidien avec ça. Ça, c'est un autre problème. Là aussi, juste une revue des réalités. Le riz. Quand même, il ne faut pas oublier qu'en 2011, le riz était déjà à 300 000, 350 000 dans ce pays. Aujourd'hui, avec les efforts de l'État, on arrive à garder le prix du riz en dessous largement des 300 000. On est en moyenne autour de 250 000. Pour 285 000, c'est quand les bourgeois comme vous veulent un riz... 295 000, voilà. Quand les bourgeois... Non, toi, tu achètes le riz de 295 000. Les grandes gueules. Non, c'est pas ça. Je veux vivre longtemps, monsieur le ministre. C'est pourquoi j'achète ce riz. Ça, c'est très bourgeois. Quand on commence à penser à la durée plus qu'à la survie, c'est qu'on est déjà bourgeois. Et c'est extrêmement important de ces efforts-là, justement, les efforts conjugués pour contrôler le prix, pour avoir une meilleure police du prix et de la qualité des produits qui rentrent sur notre marché. Tout l'effort du président de la République, tout l'effort d'accroître la production interne, c'est pas un effort de quantité, c'est un effort de qualité. Pour qu'on mange le riz qui est produit l'année même, qu'on ne nous envoie pas du riz qui est le surstock des autres sur les 4 dernières années. C'est pour ça que je parle de vision systémique, d'intérêt général et de protestation catégorielle. Il faut qu'on mette tout ça ensemble et qu'on voit comment avancer. Encore une fois, les nations en croissance, les économies en croissance génèrent des crises. Il est faux, si nous gouvernons, nous disons que ces crises-là ne reposent sur rien. On dit que non, ces crises-là existent, se reposent sur une réalité malaise. Mais il faut qu'on s'asseye ensemble, que les gouvernements et les syndicats trouvent des solutions qui garantissent l'intérêt général et la survie d'ensemble du système. C'est extrêmement important. Mais si aujourd'hui, on donne aux enseignants les 800 €, et les enseignants du secondaire et du primaire, à combien on va payer un professeur d'université qui a enseigné 25 ans? Et peut-être à 4 000 €. Donc, tout le système est lié. Il ne faut pas parler comme si on ne parlait que d'une seule catégorie. Moi, ce que je demande, surtout que la disposition existe au niveau du gouvernement, il faut que nous reposons le problème de la bonne façon. La bonne façon est de dire, est-ce qu'il y a des outils au niveau du gouvernement qui garantissent une amélioration soutenue et irréversible des conditions de travail et de vie des enseignants? Le Premier ministre a répondu à cette question en disant oui. Ces possibilités existent. Ce n'est pas les possibilités de tout de suite, ni de court terme. Venez, on va discuter. Encore une fois, regardez le bilan social du président de la République, vous verrez que les corps enseignants et le corps médical ont été les premiers bénéficiaires
des efforts et de l'amélioration des revenus de l'État. Voilà, on va essayer d'évoluer, Moussa. D'autres on parle politique ce matin. Parlons politique. En même temps, il va falloir réfléchir sur la porte de sortie pour ces enseignants du SLEG. Parce que je pense qu'avec la fermeté dans le discours du Premier ministre, il leur a semblé qu'il n'y avait plus de lieu à l'horizon et que toutes les portes étaient fermées. Le Premier ministre a dit ceci. Je reviens parce que les positions du Premier ministre sont des positions importantes. C'est les positions du gouvernement. Il dit ceci. Il est difficile dans le court terme de faire ce que vous demandez. Mais je suis prêt à m'asseoir avec vous pour examiner tous les outils, les moyens pour améliorer vos conditions de vie et de travail. Je crois qu'il faut équilibrer la phrase du Premier ministre. Lorsqu'on part jusqu'en 2020, monsieur le ministre, ce n'est pas le court terme, ça. Hein? Jusqu'en 2020, il a dit. Ce n'est pas le court terme. Non. Il dit que dans les perspectives actuelles, s'il n'y a pas une amélioration de l'économie, parce que tout ça, c'est basé sur quoi? L'économie. Oui. Et il a fait une hypothèse de macroéconomiste qu'il est, et il a dit, venez, on va discuter. Ce qu'on peut faire en attendant ça. Et je crois que cette offre est suffisante pour reprendre des négociations de bonne foi si on souhaite sortir dans l'intérêt général toujours. Alors, sur un autre plan, monsieur le ministre, il y a une autre crise, cette fois-ci politique. Il y a eu des accords qui ont été signés le 8 août et portant donc sur les élections communales. Eh bien, ces accords, aujourd'hui, n'ont pas été correctement appliqués, nous dit-on. Et en tout cas, l'on constate qu'il y a des problèmes dans différentes circonscriptions, notamment en Haute-Guinée, du côté de Kindia. Alors, votre analyse là-dessus et quelle sortie de crise pour cette problématique? Vous savez, c'est... Bon, on a l'âge maintenant, quand on a dépassé 50 ans, on peut commencer à assumer ce qu'on a fait, en bien et en moins bien. Et très sincèrement, je suis l'un des Guinéens qui a eu la chance de participer à vraiment l'implantation institutionnelle de la décentralisation dans ce pays. Le code des collectivités, je suis désolé, c'est moi qui l'ai présenté, il est révisé aujourd'hui, mais c'est mon projet. Le régime des associations, le PACV, tout ça, j'ai été toujours là, dans le petit noyau qui a travaillé sur ces choses. Le regret qu'on a, nous, les spécialistes de la décentralisation, c'est de se rendre compte que ce qui était une affaire de dynamique locale et de développement local est devenu une affaire partisane nationale. Oui. On s'est trompé. Mais vous savez, on a un défaut en Afrique. On croit que Rome s'est fait en un jour. Hein? On croit que Rome s'est fait en un jour. Et lui, il croit que Zali Kolé s'est fait en 3 jours. Et très sincèrement, il faut qu'on soit modeste. On a passé des accords au niveau national de bonne foi. Tous les états-majors qui ont participé à ces accords étaient de bonne foi. Et je vous ai dit ici, nous allons respecter nos engagements. On a été surpris par les réactions et les dynamiques locales. Tous. On fait semblant qu'on contrôle ça. On les subit. Ayons la modestie de nous dire, peut-être qu'on s'est trompé. On aurait dû associer un représentant de chaque localité avant de passer l'accord avec l'autre parti. Excusez-moi, moi je suis indubitablement... Voilà, moi je suis indubitablement... un petit enseignant. C'est-à-dire quand je me trompe, je cherche à savoir dans les annales qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Si ça n'existe pas dans les annales, j'essaie de réfléchir. Je me dis qu'on a commis une erreur, on a sous-estimé tous les dynamiques locales. Ouais. Pour preuve, au sein du même parti, d'un même parti, les partis votent en interne, présentent un candidat. Dans le même parti, quelqu'un se rebelle contre le candidat officiel de son parti et gagne à l'élection contre le candidat officiel de son parti. Est-ce que le parti peut se tricher lui-même? Non. Ça veut dire que les dynamiques locales ont été plus fortes que le parti. Il y a d'autres cas où le parti décide de donner la place de maire à un autre parti. Il y a des cas où ça a été respecté, il y a des cas où ça n'a pas été respecté. Donc, la modestie, c'est de dire, peut-être que nous, les leaders au niveau national, on a passé ces accords en oubliant qu'il s'agit d'élections locales. Il s'agit de gouvernance locale. Il s'agit, comme j'aime à le dire, d'une affaire entre voisins et cousins. Des gens qui sont très liés, qui ont une représentation particulière de leur commune, de leur communauté et de leurs intérêts. Et qui ont arbitré pour ces intérêts-là, pas pour les considérations. Les grandes gueules. Ils nous ont totalement débordés partout. Je vous dis cela parce que si on ne tient pas compte de cette réalité, on va freiner l'évolution de la démocratie en Afrique. Le bureau politique national du RPG s'est trompé. Je dis, le bureau politique national du RPG, dont je suis membre, doit être modeste et apprendre des leçons qu'on doit tirer de ces événements-là. On s'est rendu compte qu'on aurait dû, nous, en tout cas, si c'était à refaire, j'aurais demandé, allons-y à la base, demandez-nous qu'on fasse ceci ou cela. C'est ça aussi, peut-être, qui crée les crises chez nous. C'est que quand il y a un problème,
au lieu de prendre le temps de réfléchir et de prendre sa part d'erreur dedans, je dis non, c'est la faute de Tamba, c'est la faute de Roby. Ah non, si Boubacar avait fait ça, on n'aurait pas eu ça. Modestement, je vous dis que parfois il y a des dynamiques locales qui nous surprennent parce qu'on se dit, vous prenez le cas de Massanta. Le RPG présente un candidat qui ne semble pas convenir à la dynamique locale des conseillers du RPG de la localité. Ils votent contre le candidat du RPG. Est-ce que c'est forcément l'UFDG qui les a corrompus? Je ne crois pas. Est-ce que c'est forcément une magouille contre le RPG? Je ne crois pas. Les dynamiques locales nous ont trahis. Ça, c'est ma perception. Et ça, c'est dans notre camp. Je donne un autre exemple. À Cancan, vote interne de notre parti, on a un candidat. Docteur Sidibé. Docteur Sidibé. Le bureau politique veut imposer quelqu'un d'autre. Non. Bien sûr. Alors, bien sûr. Attendez, dynamique locale. On va s'arrêter. Le cas de Cancan, c'est important. Parce que ce qui risque d'arriver à Cancan... Je vais d'avoir un résumé des dynamiques locales. Monsieur de Wassoulou soutient son cousin Sidibé à Cancan dans le baptême. Oh là là. Non, c'est la dynamique locale. C'est la dynamique locale. Non, pas du tout. Allez-y, Tamba. Allez-y, c'est la Tamba. dynamique locale. Allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, la thèse des dynamiques locales, je la trouve très très pertinente. Mais je pense qu'il faut, il faut aller plus loin. Il faut probablement... Il est dans une dynamique Wassoulou. Les grandes gueules. Alors, allez-y. Alors, je disais que la thèse des dynamiques locales, elle est pertinente. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et situer un peu plus les responsabilités pour faire en sorte qu'on n'en arrive pas là. On a dépensé plus de 300 milliards pour ces élections-là. 9 mois après, toujours pas d'installation achevée. Et pendant ce temps, ce qu'il faut dire, pour être plus précis, je donne l'exemple de Télémélé. Télémélé, il y a là une circonscription que l'on appelle Missira. Le délégué venu du côté gouvernement pour procéder à l'installation reçoit un coup de fil en plein processus. Alors, il sort et ensuite il décrète la suspension du processus. Et ce n'est pas le seul cas. À Guékédou, ça s'est passé comme ça. Un peu partout, il y a ce genre de report. On voit bien qu'au-delà du RPG Arc-en-Ciel, on peut être tenté de croire qu'il y a la main de l'exécutif qui agit dans tout le système. Est-ce qu'au-delà des questions de dynamique locale, vous-même, vous, exécutif, n'êtes pas responsable de ce qui est en train de se passer? Non, vous savez, sincèrement, le travail du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'est pas aisé dans ce genre de circonstances. J'ai été dans cette position-là, à peine à 39 ans, pour gérer le même type de problème. C'est extrêmement compliqué. Est-ce que l'impératif de l'ordre public doit être sacrifié simplement pour un déroulement? Ils ont des informations souvent, ils connaissent ils suivent les acteurs plus que nous. Il peut leur arriver de se rendre compte que tenir même une bonne élection peut créer la perturbation sociale. Parfois, ils sont obligés de... Les grandes gueules. Je n'en dirais pas tant de Wendekenema, par exemple, ou même d'autres localités où l'on va sortir des maires, des conseillers élus, les faire remplacer par de simples citoyens qui n'ont pas été choisis. Non. Bah si. Est-ce que vous avez la preuve de ça? Non, mais on a écouté plusieurs leaders crédibles là-dessus. Ici, à partir de ce studio, je trouve qu'ils n'ont pas raconté leur histoire. Les grandes gueules. Exactement. C'était avec le RDIG où le leader, dont le leader plutôt, a écarté un des élus de Wendekenema. Un élu de sa liste? Un élu de sa liste. Votre nouvelle recrue. Au motif que cet élu donc, ne donnait pas tous les gages de confiance ou de... Est-ce qu'il a retiré ou l'élu a démissionné? Non, il lui a demandé... Non, tu vois? Les grandes gueules. Il a été exigé de cet élu de signer une procuration. Non, écoutez, moi je pensais, sincèrement, quand je vous ai écouté, pourquoi je n'y croyais pas, c'est qu'il a été presque de force retiré. Vous me dites maintenant qu'il lui a fait signer une procuration. Les grandes gueules. Abakar, c'est important de dire qu'il s'agit de deux cas. Celui de Guékédou dont tu parles, Abakar Diallo, on lui a fait signer une procuration de force. Mais à Wendekenema, c'est des représentants du bloc libéral qui ont été élus avec l'UFDG. Ces deux élus, ces deux conseillers élus, ont été retirés de la salle et remplacés par d'autres. Vous savez, c'est cela. Dans ce cas d'espèce qu'il faut faire, il y a un recours administratif. Utilisons les recours toujours. Il y a le ministère de l'administration du territoire qui a la maîtrise d'ouvrage de ces installations. Moi, je crois que le parti concerné doit écrire rapidement
preuve à l'appui au ministère pour qu'il soit rétabli dans son droit. Donc vraiment, je crois que c'est des choses qui ont des solutions dans le fonctionnement régulier de l'État qu'on transforme en élément de crise. Ça, ce qu'il y a à faire de correct et d'immédiat, c'est de demander aux parties concernées de saisir le ministère de l'administration du territoire en recours administratif. Bien, allez-y, Roby. Et comme le ministère a toutes les listes de tous les élus, le ministère vérifiera si les élus sont ceux qui ont voté ou ceux qui ont voté ne sont pas des élus. Mais je crois qu'il faut utiliser les recours administratifs. Vous êtes un dur à cuire en la matière puisque vous avez longtemps résidé à la maison de décentralisation de notre pays. Les tensions liées à ce processus d'installation des maires, est-ce que c'est de bon augure quand on sait que tous les acteurs politiques, que ce soit mouvance ou opposition, ont baigné jusqu'à la moelle épinière dans la corruption. On a vu les déclarations de Aboulaye Kourouman qui aurait reçu 50 millions des mains de CC-Lois par personne interposée pour pouvoir le soutenir. Ainsi de suite, les grandes gueules. Ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que finalement, la corruption était étalage dans tout le processus électoral. Est-ce que à ce niveau-là, on peut parler de crédibilité des maires que nous installons, de crédibilité même du processus électoral, mis à part tout le doute qu'il y a sur le recensement au niveau de la CENI? Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse remettre en cause le processus électoral pour cela. Si ce que vous dites... électoral aussi corrompu. Imaginons que ce que vous dites soit vrai. Mais c'est vrai. On a 342 communes. Les cas que vous signalez se sont produits. Faisons un peu de l'analyse quantitative. Dans combien de communes? Ça aussi, il faut qu'on arrête dans ce pays, comme dit l'autre, de jeter toujours le bébé avec l'eau du bain. Il y a 342 communes. Les cas que vous signalez se sont déroulés dans combien de communes? Oui, mais c'est important. Mais la loi permet. La loi permet. C'est un seul cas. Permettez-nous. Même si c'est un seul cas, c'est grave. D'autant plus que nous assistons à des belligérances de partout liées justement à cette incohérence entre une élection bien faite et tout le processus corrompu. Et je vous dis, tous les acteurs qui sont floués ou qui se sentent atteints dans leurs droits ont la possibilité de faire des recours administratifs. Ils n'ont qu'à coucher ça sur papier et indiquer que M. Tel nous a confirmé que tel candidat lui a donné 50 millions. Et mettre les 50 millions comme pièce de conviction. Je crois qu'on minimise la force du recours administratif dans ces cas-là. Mais ce qui est grave aussi, dans notre pays, c'est qu'à un moment donné, quand je perds une élection, c'est que toujours quelqu'un a corrompu quelqu'un contre moi. Donc, pour éviter cela, que les gens portent plainte. Ils ont la possibilité aujourd'hui de porter plainte. De dire à Zélé Koré, M. Tel m'a remis 50 millions pour voter pour lui. Voilà la preuve. Et je porte plainte contre lui pour tentative. Plus globalement, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord que ce processus qui est en cours et qui n'est pas conduit à son terme, il a été mené dans une sorte dans une forme de pagaille, on va dire comme ça, où il n'y a pas de calendrier bien établi, ça se fait au compte-gouttes, il y a des incidents de part et d'autre, il y a eu des affrontements à Kindia. Vous ne pensez pas que votre gouvernement, le ministère, à travers le ministère de l'administration du territoire, a géré ce processus avec beaucoup d'amateurisme, avec beaucoup de dilettantisme, on va dire comme ça. Ça, c'est la première question. Et deuxième question, l'opposition appelle à une manifestation aujourd'hui, justement pour protester contre ces irrégularités et la corruption du processus, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que cette manifestation a sa raison d'être? Est-ce qu'elle est justifiée à vos yeux? Vous savez, quand vous avez passé un accord et que vous estimez que l'accord a été soit partiellement, soit mal appliqué, moi j'aurais aimé que le premier réflexe soit de s'asseoir avec ceux avec lesquels vous avez signé l'accord et voir qu'est-ce que vous pouvez faire, soit pour rattraper ce qui n'a pas marché, soit pour éviter que ce qui n'a pas marché se poursuive dans l'évolution du processus. Je crois qu'on ne perd jamais de temps, on ne perd jamais de crédit à dialoguer ensemble. J'aurais aimé qu'au lieu de cette manifestation, il y ait une demande de ceux qui estiment être floués, qu'on se retrouve autour de la table et qu'on examine soit cas par cas, soit l'ensemble
de la problématique pour savoir comment sortir ensemble. Je vois beaucoup de gens, vous savez... Vous ne trouvez pas tout de même que le processus en l'état actuel, tel qu'il est conduit, vous ne trouvez pas qu'il est mal... Je crois qu'il il a été mal conduit quand même. Il y a une mauvaise perception. Vous qui êtes spécialiste de la décentralisation, monsieur le ministre, vous permettez, je pose ma question. Est-ce que, si vous étiez à la place de monsieur Bourema Condé, est-ce que c'est de cette façon que vous aurez conduit ce processus d'installation? Je ne sais pas si on a compris la décision de Bourema Condé. Moi, en 2005, et je crois que Bourema Condé a fait la même chose. Ça lasse des pics. C'est aux autorités, c'est aux autorités préfectorales. C'est aux autorités préfectorales d'exécuter l'instruction générale d'installation des exécutifs communaux. Au gouverneur de superviser cela et au département d'envoyer un technicien pour veiller à la régularité du scrutin interne entre les conseillers. Les rôles sont repartis. Parler d'un calendrier dans cela me gêne, parce que le principe même d'une bonne déconcentration, corollaire de la décentralisation, serait de laisser chaque préfet examiner avec les acteurs locaux et définir un calendrier propre à leur réalité, selon... Oui. On ne peut pas faire un calendrier général. Non, on ne peut pas faire un calendrier général. On n'est pas en train d'installer un organe territorial unique, on est en train d'installer 342 organes territoriaux. C'est que la communication du ministre écoutez-moi. Il n'a pas été clair dans sa communication. Non, il n'a pas été clair, on n'a pas voulu l'entendre. Non, mais il n'a pas été clair, on l'a suivi. Encore une fois, très sincèrement, il s'agit de 342 conseils communaux. Je pense, avec le peu que je sais, qu'il aurait été plus judicieux, et c'est ce que le ministre a voulu faire, de demander au préfet, voyez avec les acteurs, définissez un calendrier. Mais voilà la période de départ, voilà ce qu'on souhaite comme période d'arrivée. C'est toujours dans une fourchette, un intervalle qu'on fait ce genre d'activité. Pourquoi? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes partout. Il y a des endroits où c'est facile de mettre en place un tel processus. Il y a des endroits où il y a des crises annexes qui peuvent perturber la mise en place. Il y a des endroits où les acteurs peuvent vous demander, laissez-nous le temps, on va négocier entre nous pour trouver un consensus. Monsieur le ministre, mais vous êtes la presse, et c'est normal que vous ne parlez que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme dirait l'autre. Mais il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure. Oui, mais... Il y a des endroits où ce même processus s'est déroulé sans... Des grandes gueules. Allez-y, Moussa. Donc les journalistes ne parlent que ce qui ne va pas. Lorsque la voiture écrase un chien, moi, ce n'est pas une info. Le jour où on me dira que le chien a écrasé une voiture, je pense que je vais m'intéresser à cette nouvelle. Alors, moi, la question que je me pose... Non, je vais porter plainte auprès de la Société de protection des animaux. Alors, des grandes gueules. Si l'on part du postulat que vous avez développé, cela signifie que nous aurons des exécutifs communaux qui auront des mandats qui vont démarrer de façon différente. Pas du tout. Avec un chronographe différent. Non, vous savez... Dites-moi parce qu'à l'heure nous sommes, monsieur le ministre. Vous savez, à l'heure nous sommes... C'est pas le même... Non, leur rentrée officielle en fonction... Oui. Est aussi ordonné et régulé. Comment? Le ministre prend un acte pour dire, au vu des résultats de l'installation des exécutifs communaux, la rentrée officielle des communes en République de Guinée est fixée à telle date, première session. C'est exactement cela. C'est-à-dire que, tu sais, le problème qu'on a, on parle de choses qui sont réglementées. Mais peut-être qu'on aurait dû faire une forte campagne de sensibilisation sur comment ça marche avant même les élections. Vous êtes du gouvernement, vous n'avez pas envie de donner des leçons, une sorte d'apprentissage à monsieur le ministre Bourema Condé, qui était quand même un général. Vous connaissez mieux la décentralisation. Donc il n'a pas envie de décorcher un peu au nom de la solidarité gouvernementale. Il n'a pas envie de toucher à Bourema Condé. Mais on comprend bien que la démarche qui a été celle du ministre a été une démarche assez alambiquée, désordonnée, parce que sinon on n'aurait pas assisté à tout ça. Vous savez, quand tout marche bien, quand on est ministre de l'Intérieur, la première discipline qu'on vous enseigne, et je tiens cette phrase-là de quelqu'un qui a été un grand ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, que quand tout marche bien, c'est le gouvernement, c'est tout le monde. Quand il y a juste un village où il y a un problème de pompe à essence, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc un ministre de l'Intérieur encaisse toujours ce genre de coup-là. Je ne suis pas en train de le dédouaner, je dis qu'il faut accepter que nous sommes dans un processus où les dynamiques locales, autant pour les élus que les administrateurs, l'emportent sur nos considérations nationales. Mais il faut appliquer les règles et les lois de la République. Il faut respecter les accords. On aurait pu nous éviter ce spectacle. Les dernières élections locales datent de 2005. Oui. Alors, monsieur le ministre, toutes ces années-là, on aurait pu avoir une certaine expérience. Vous auriez pu être associé à ces élections-là. Parce à ce jour, ce dont il est question, ce n'est pas les installations des exécutifs communaux, il est question du voisinage, il est question de la stabilité, de la quiétude sociale. Comment résoudre ce taux de problème? C'est tout ce que, justement, vous savez, il y a des débats, quand on les fait, on nous soupçonne toujours de critiquer les gens. Les gens du CNT se souviendront.
à force de croire que la meilleure façon de garantir les libertés, c'est d'affaiblir l'État, donc le pouvoir exécutif, on se retrouve dans des systèmes institutionnels sans arbitrage et sans régulation. On a tout fait pour émasculer le ministère de l'administration du territoire dans ce pays, pour qu'il n'ait rien à dire sur les processus. À force, on se retrouve dans des systèmes où il n'y a pas d'outils réglementaires qui permettent au ministre d'agir. C'est pour ça que je parle de modestie, de leçons apprises. Si nous sommes responsables, dans 3 mois maximum, les grandes gueules sur les élections locales en Guinée et se poser les questions suivantes. Est-ce que la façon dont nous présentons les listes favorise la clarté pour les électeurs et la stabilité des relations, tu as raison, de cousinage et de voisinage? Est-ce que ça favorise cela? Parce que la stabilité donc locale. Est-ce que deuxièmement, ces élections-là doivent être aussi partisanes que ça? Comment on fait pour que ça se passe mieux et pour les partis, mais surtout pour la démocratie locale? Est-ce qu'on ne devra même pas insister, avoir un autre mode de scrutin? Les grandes gueules. Celui qui arrive en tête occupe le poste de maire. Celui qui arrive en second occupe le poste de vice-maire, ainsi de suite. Est-ce qu'il y aurait eu tout ça? Donc moi, depuis qu'on est dans la crise, excusez-moi, c'est mon fonctionnement. Je suis un peu un expert en cela. Et je me pose la question, comment je ferai la prochaine fois pour éviter cette crise? L'une des solutions que j'ai trouvées, c'est qu'on accepte que c'est des élections à la proportionnelle. C'est-à-dire que c'est des élections où il faut respecter la proportion que chacun gagne là où il est. Peut-être que ça va nous obliger à travailler ensemble. Parce que, et ton maire UFDG, et ton vice-maire RPG, et le second UFR, et le quatrième du BL, ils sont tous des cousins à un degré ou à un autre à Wende Kanema. Bien. Donc, pour ne pas que ces gens-là s'affrontent trop, il faut revoir le système électoral et l'adapter à nos réalités. L'une des inventivités qui manque aujourd'hui en Afrique sur la démocratie, c'est que nous sommes en train de pomper et de reproduire les schémas qui sortent d'autres histoires sociales que les nôtres. Nous les calquons. Maintenant, quand la réalité nous fait offense comme cette fois-ci, faisons jurisprudence. Prenons du recul et posons-nous la question, comment la prochaine fois on va s'organiser pour que ça soit moins perturbé? Je vous ai donné cet exemple-là. Moi, j'ai pensé à ça, j'ai dit, tiens, on aurait dû en faire un scrutin à la proportion intégrale. C'est-à-dire que le maire, c'est celui qui vient en tête. La liste qui vient en tête donne le maire, la liste qui vient en seconde donne le vice-maire, et ainsi de suite. Et les gens apprennent à travailler et à vivre ensemble. Bien. Parce que les questions à l'échelle d'une commune, c'est des questions partagées. C'est les gens qui vivent ensemble depuis des siècles. Même dans les villes aujourd'hui où il y a des crises nouvelles, parce que la ville est constituée souvent d'arrivants. Même dans ces villes-là, les quartiers les plus nouveaux à Conakry ont une histoire. Bien. Ont des repères. Nous allons qui a partir accueilli l'autre, les gens sont ensemble. sur le Donc terrain. il faut qu'on adapte nos lois à nos réalités sociales. C'est extrêmement important. En direct chez les grandes gueules ce matin, général Ansman Kamara Bafoué. Les grandes gueules. Bonjour et bienvenue dans les grandes gueules. Bien, bonjour Moussa Moïse. Je salue Lamine, dis-le qu'il me manque, il me manque. Et Lamine sera sur le terrain, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces mambas qui sont aussi costauds que terribles. J'espère qu'il va aller sur le terrain pour un reportage aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, mon général, c'est quoi la situation sur le terrain et quelles sont... Oui, je suis là, mon général. Alors, et quelles sont les instructions que vous avez reçues? Est-ce que cette marche... Donc tu peux venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Juste après l'émission, je te promets, je vais descendre sur le terrain. Vas-y. Oui. Alors, quelle est la situation sur le terrain, mon général, et quelles sont les instructions que vous avez reçues? Est-ce que la marche d'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer qu'il y aura 0 blessé, 0 casse et qu'elle sera encadrée? Bien, je te remercie Moussa Moïse. La situation sur le terrain est calme. Et je voudrais d'entrée de jeu vous dire qu'il n'y a pas de marche parce qu'elle est très simple. J'ai reçu une demande de concours de la part des autorités civiles qui interdisent. Et vous savez, désormais, il y a une loi, la loi 09, qui réglemente le maintien d'ordre. Donc, la demande de concours est valable pour les policiers et je l'ai reçue depuis hier. Donc, la marche est interdite. Toute personne qui va tenter d'entraver à cette instruction sera dispersée et si elle persiste, sera arrêtée et déposée devant le juge ou le procureur de la République. Voilà, Bafoué en direct ce matin. Alors, le général, vous êtes présenté depuis un certain temps comme la terreur de la rue. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure que toute personne qui va tenter de braver cette interdiction sera déposée devant les juridictions? La manière, parce que nous savons d'habitude comment ça se passe, c'est une vraie guérilla urbaine entre les manifestants et vos sbires. Alors, comment vont se faire les arrestations? Est-ce que ce sont des arrestations
plus ou moins douce. Est-ce qu'en cas où des jeunes essayent de braver l'interdiction, vous allez passer par la méthode de sensibilisation pas à l'eau chaude, Moussa, quand même. Est-ce que vous allez dissuader de manière plus positive les jeunes dans la rue, ou alors est-ce que vous allez encore entrer dans une bataille rangée Caillou contre Mamba? Écoutez, Ruby, moi je ne suis pas un négociateur. En matière de maintien d'ordre, c'est l'autorité civile qui fait la sommation et qui doit s'adresser à la population ou à la foule. Moi, je suis là pour exécuter les instructions données par l'autorité civile. Et l'instruction que j'ai reçue, c'est que aujourd'hui, pas de recoupement, pas de marche, c'est interdit. Toute personne qui va braver à cela sera dispersée et s'il arrive à entraver, et si on a l'occasion de l'arrêter, on l'arrêtera en le protégeant. Vous devez savoir que nous venons de suivre, il y a des experts français qui sont arrivés, qui ont donné à nos hommes la gestion démocratique des foules, et qui veut dire que ces gens-là qui vont sortir tout à l'heure ne sont pas des adversaires, c'est des citoyens, des compatriotes momentanément égarés. Donc nous devons savoir les traiter et essayer de les faire venir à la raison. Ça ne veut pas dire qu'on négocie, avec la fermeté et avec tout le sérieux et avec les moyens conventionnels que nous avons. Et Dieu merci, nous sommes renforcés et équipés et on va agir en ce sens. Bien. Le général Bafoué. Il faut que l'autorité de l'État soit respectée et force reste à la loi. Bien. Nous ne sommes pas en brousse. Vous imaginez Lamine, depuis que l'espace est ouvert, tous les jours nous sommes dans la rue, c'est la même chose. Et rien ne s'est réglé dans la rue. Chaque fois ils sont allés à Sectoria ou ils sont allés au palais ou avec le médiateur, vraiment il y a eu avancement. Mais dans la rue, on a constaté que des blessés, des morts, des paroles de façon. Moi je demande à ce que les gens se retrouvent au lieu de descendre dans la rue. Tout compte fait, moi je suis un officier de la force publique. Comme a dit Ruby, je suis dans la rue et je resterai dans la rue. Je suis là pour ça et je vais l'appliquer à la lettre. Bien. Le général Bafoué ce matin chez les juges. Allez-y, Titi. Vous êtes le gouverneur de la rue, donc. Ma question est de savoir, est-ce que votre stratégie qui a consisté dans le passé à confiner les leaders dans leur domicile, c'est une recette qui a bien marché à l'occasion de la lutte contre Ebola. Est-ce que vous allez remettre cela? Est-ce que déjà vous avez mis un dispositif autour du domicile de la cellule d'Alain Diallo de manière à l'empêcher de sortir et de venir au point de regroupement ici à la tannerie? Je voudrais que vous compreniez, on n'a jamais confiné le président de l'UFC. Au contraire, on a mis un dispositif pour assurer sa sécurité. Vous vous souviendrez, en ce moment-là, au moment qu'on avait quadrillé son domicile, il y avait des menaces sur sa personne. Et nous avons été instruits par nos autorités d'assurer la sécurité de son domicile et de lui-même. Et on avait des informations que s'il partait en profondeur, il y avait des risques d'affrontement et qui pouvaient porter atteinte à son intégrité physique. Et puisque nous sommes là pour lui aussi, c'est pour cela qu'on avait mis ça. Mais puisqu'il y avait plusieurs partis qui l'accompagnaient, mais maintenant là que c'est lui seul et quelques partis qui sautent, on ne peut pas l'empêcher de sortir. Il peut sortir se promener, mais si il essaie de regrouper des gens et tenir coûte que coûte qu'il faut qu'il vienne à la tannerie ou à l'esplanade du stade, il sera dispersé. Et il sera dispersé à ce qu'il se retourne dans son domicile au bureau. Bien. Clair. Bien. Alors, je voudrais, Lamine. Oui. Ouais, je voudrais vraiment que vous compreniez. Moi, je suis agent de maintien d'ordre depuis 85-87, depuis la Deuxième République. Le président Elhadji Cellou Dalein a été PM de ce pays et c'est quelqu'un qui était responsable et qui était vraiment jaloux de l'ordre public et du respect de l'autorité de l'État. Ils nous ont instruits à ce temps-là et ils nous ont donné les moyens à ce que Conakry ou la Guinée ne soit pas perturbée. Donc je voudrais qu'ils se rappellent à ce moment-là, qu'ils sachent aussi que c'est le contraire qui est en train de se produire. Il n'a qu'à nous faciliter la tâche parce que le pouvoir qu'il est en train de chercher, demain il peut se trouver de l'autre côté. Donc moi je ne me laisserai pas faire les instructions qu'il a eu à donner hier avec certains qui l'accompagnent là-bas que je connais. Et les mêmes instructions sont données aujourd'hui, vont être appliquées et c'est les mêmes hommes. Nous sommes des républicains, nous ne sommes pas pour quelqu'un, nous sommes là pour la loi et pour l'autorité civile et légalement rétablie par le peuple de Guinée. Et ça, je ne badinerai pas avec ça. Eh bien, Bafoué, allez-y, Moussa. J'espère que Bafoué, vous... Les grandes gueules. Il y a que l'état-major des forces de défense a fait un communiqué hier pour préciser qu'il ne permet à aucun militaire d'être donc dans la rue en armes lors des maintiens d'ordre. Est-ce que vous allez
vous aussi veillez sur l'application de cette décision? Et également, est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion que parmi vos hommes, parce qu'on parle quand même de maintien d'ordre, il n'y a personne qui détient une arme non conventionnelle? Bien, Moussa, je vous rassure, et non, si ma parole ne vous tient pas, je vous autorise maintenant, à côté de vous, je suis à la tannerie, vous pouvez aller à Koza un peu partout, partez à l'esplanade, vérifier si vous voyez des armes avec un de mes hommes, moi, et ensemble, les dispositions ou les sanctions que je vais prendre, on le prendra ensemble. Je vous promets, l'état-major général des armées est dans ses raisons. Les militaires, avec tous les moyens et les unités que nous avons aujourd'hui, n'ont aucun droit d'être dans la rue et avec des armes. Et ce n'est pas un régime militaire, c'est un régime civil, officiellement établi par des élections. Donc le chef d'état-major a raison si vous parlez de 28 septembre, parce que vous savez ce qui a été. Donc on ne veut plus jamais que les gens profitent des mouvements pour essayer de nous produire un deuxième 28 septembre. Nous-mêmes, on n'acceptera pas. Bien. Le chef d'état-major, nous sommes tous à sa disposition, parce que quand vous êtes dans le cadre des corps constitués, c'est lui le patron. Ces instructions seront appliquées par moi-même. Je vois un militaire avec une arme, je t'arrêterai et j'appellerai la police militaire qui viendra te récupérer. Bien. À plus forte raison, les policiers. Donc, rassurez-vous que cela sera appliqué à la lettre. Bien. Merci beaucoup, mon général, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci Guirassy. Toi, il faut passer me voir, je veux te voir, tu me manques. Avec plaisir. Merci beaucoup. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.